Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. C'est vrai que moi, j'ai toujours à cœur de partager les différentes expériences qu'on peut avoir au sein des différents endroits où on a pu travailler. En fait, j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années en Nouvelle-Calédonie auprès du Centre d'initiation à l'environnement. Donc, mon premier travail, ça a été de partager des connaissances avec les enseignants de primaire, de secondaire ou même des enseignements de matière professionnelle. Donc, je suis particulièrement contente de pouvoir partager ce soir un certain nombre d'activités que l'on met en œuvre au niveau de la CPS. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire, de partager avec vous de la manière dont la communauté du Pacifique, qui est cette organisation internationale dont le siège est en Nouvelle-Calédonie, les activités mises en œuvre pour accompagner les pays et les territoires insulaires du Pacifique à faire face aux enjeux du changement climatique. Donc, j'ai organisé ma présentation de la manière suivante. Je ne savais pas trop en fait quelles étaient vos connaissances en matière de politique climat, de négociation climatique. Donc, je ferai première partie sur un rappel de ce qu'est une politique climat et quel est le rôle des négociations climatiques. Ensuite, je ferai un petit focus sur la situation du Pacifique, puis la manière dont la communauté du Pacifique répond aux besoins des pays et des territoires du Pacifique en matière de changement climatique et quel est le rôle de ce programme phare de changement climatique, puis un petit focus sur la COP29. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une politique climat? Donc en fait, une politique climat, c'est théoriquement, enfin, tous les pays et territoires du monde doivent avoir une politique climat dont l'objectif est effectivement de limiter la production de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation. Et le deuxième volet, c'est limiter les dégâts possibles engendrés par les effets du changement climatique, ce qui est le volet adaptation. Donc ça regroupe en fait toutes les actions des collectivités, des acteurs publics, privés, de la recherche, de la société civile qui peuvent participer à ces activités. Donc, ça peut être des mesures légales, ça peut être des mesures de changement de mode de vie, des mesures fiscales, des mesures de sensibilisation, d'innovation. Ça regroupe vraiment toutes sortes d'activités. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, une politique climat, on verra pourquoi au cours des négociations, ça a été un point crucial. Une politique climat doit être absolument adaptée au contexte du pays, à ses ambitions de développement, d'intégration sur les scènes régionales, internationales, à ses moyens et à ses priorités. Euh, donc, les retombées d'une politique climat au niveau local, hein, ça va être à la fois d'être moins dépendant des énergies fossiles, ça va être de consommer moins d'énergie. Donc, ça participe à la lutte contre la vie chère, de mettre en œuvre des politiques de développement économique durable, de créer des entreprises innovantes, d'adapter le développement aux contraintes prévisibles du changement climatique, et puis effectivement aussi de définir des scénarios d'inclusion dans les accords internationaux. Donc, en résumé, une politique climat, il y a deux volets. Un plan d'atténuation, c'est-à-dire diminution des émissions, et un plan d'adaptation il y aura des effets du changement climatique qu'on ne peut pas éviter, et donc il faut s'adapter à ceux-ci. Donc, pourquoi une politique climat? Aujourd'hui, les conclusions des travaux du GIEC, qui est ce groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est mis en place par l'ONU, sont formelles, c'est-à-dire que l'intensification du dérèglement climatique dû à l'activité humaine est une certitude. Et le scénario de l'inaction, c'est-à-dire de ne faire rien, aura des conséquences catastrophiques à tout niveau, économique, social, environnemental.
Donc les Nations Unies ont alerté dès 2014 que le développement avait déjà ralenti en raison du dérèglement climatique et que notamment l'augmentation des catastrophes naturelles avait impacté fortement les économies et nos sociétés. Donc en fait, l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, il est simple, c'est simplement l'avenir de l'humanité. Euh, donc, je vous fais un petit rappel historique du contexte international et des négociations climatiques. Donc, ce qu'on appelle la CCNUCC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Euh, Cette convention cadre qui a été signée en 92, en fait, est vraiment le socle des engagements internationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et ce qui est très important, c'est qu'elle établit une responsabilité commune, mais différenciée entre les pays. C'est-à-dire que chacun n'a pas la même part de responsabilité dans ce phénomène. Et elle met en place une obligation de transparence. C'est-à-dire que tous les pays ont l'obligation de publier des inventaires de leurs émissions de gaz à effet de serre et de mettre en œuvre des politiques climat. Donc, dans cette convention cadre, l'idée, c'était vraiment enfin, l'objectif ultime de la convention cadre était de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêchait toute perturbation anthropique dangereuse pour le système climatique. C'est les mots exacts de la convention cadre. Cette convention cadre a été ratifiée par 196 pays. Donc le protocole de Kyoto qui avait été adopté en 2005, en fait, c'était un instrument juridique de mise en œuvre de cette convention cadre. Mais en fait, c'était un processus à la fois ambitieux, mais qui était, comment dire, on demandait le même effort à tout le monde. Et donc, en fait, ça, c'est impossible, parce que justement, il y a cette notion de responsabilité commune, mais différenciée. Et donc, le protocole de Kyoto a été quand même un gros échec. Et donc, c'est pour ça qu'en 2015, lors de la COP 21, donc COP, ça veut dire simplement conférence des parties, la 21e conférence des parties des membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été présidée par la France et a abouti à l'accord de Paris. Donc cet accord de Paris, il est absolument crucial puisqu'en fait, il a permis de mettre en place un dispositif beaucoup plus adapté aux réalités des pays. Donc, bon, assez rapidement, l'accord de Paris, c'est quatre piliers. Le premier pilier, c'est que c'est un accord universel qui est juridiquement contraignant, mais différencié. Donc, il y a effectivement, dans l'accord de Paris, il y a une partie accord, auquel on s'est mis d'accord par consensus, et une partie décision, le contenu de l'accord, avec une valeur indicative. Euh, alors, l'accord de Paris, qui est un accord international, comme tout accord international, ne prévoit pas d'amende ni de mesures de rétorsion. Le protocole de Kyoto en contenait, mais dans les faits, ça n'a jamais été appliqué, donc ça veut dire que c'est inefficace. Et donc, pour être efficace, l'accord de Paris a adopté une autre mesure qui est celui de la transparence. C'est-à-dire que les pays s'engagent tous à être transparents en matière d'émissions et de politique climat, ce qui en fait en termes de diplomatie internationale est beaucoup plus efficace. Le deuxième pilier, c'était ce mécanisme d'engagement national. Donc, tous les pays ont adopté ensemble l'objectif de ne pas dépasser une augmentation de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle au niveau international. Bon, ça, c'est pas encore gagné parce qu'on est à plus 1,4.
Et les trajectoires aujourd'hui montrent que c'est pas vraiment l'objectif qui va être atteint. Il y avait un objectif aussi d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'émet pas plus que ce qu'on ne stocke en 2050. Donc chaque politique nationale devait contribuer à ces deux objectifs. Le gros, je trouve la grosse réussite diplomatique de l'accord de Paris, c'était que les contributions des pays, hein, les contributions des pays, ça veut dire ce que chaque pays apporte pour atteindre cet objectif, à la fois de neutralité carbone et de ne pas dépasser le 1,5, euh, et sont révisables tous les 3 ans au départ, puis ensuite tous les 5 ans, mais à aucun moment on peut les réviser à la baisse. C'est-à-dire que toutes les contributions doivent être révisées à la hausse. Donc c'est une sorte de cercle vertueux où on ne peut pas faire moins bien que ce qu'on avait promis au début, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Le troisième pilier, c'est le pilier financier, c'est-à-dire que l'accord de Paris était accompagné d'un objectif de mettre en place un fonds vert pour le climat, qui devait atteindre 100 milliards de dollars par an à l'échelle en 2020. Bon, on n'y était pas, donc entre-temps, on a revu l'objectif pour 2025. L'importance de ce volet financier, c'est de dire les pays notamment en voie de développement peuvent s'engager dans une politique climat en disant, moi, je veux 100% d'énergie renouvelable en 2030. Par contre, avec mon propre budget national, je pourrais atteindre que 25%. Donc les 75% que je ne peux pas atteindre, mais que j'ai envie d'atteindre, sont conditionnés à l'octroi de ce pilier 3 qui est un financement par le Fonds vert pour le climat. Euh, donc voilà. Le quatrième pilier est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'agenda des solutions. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'en fait, ce n'est pas uniquement les États qui vont permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, mais reconnaissent vraiment le rôle essentiel des acteurs non étatiques, c'est-à-dire des citoyens, du secteur privé, de la société civile, des ONG. Et donc voilà, donc ça c'est très important. Un autre point de l'accord de Paris, c'est effectivement l'intégration par exemple, de la sécurité alimentaire ou de l'océan dans le changement climatique. Et puis l'importance qui est notamment soulignée dans l'agenda des solutions, le quatrième pilier, sur le renforcement des compétences, notamment dans les pays les plus vulnérables, notamment dans le Pacifique. Donc là, on est en train d'atteindre le quatrième pilier pour la Nouvelle-Calédonie avec le partage des connaissances en matière de changement climatique avec vous. Euh, donc, je me suis dit aussi que ça serait intéressant juste de vous. Alors, la Nouvelle-Calédonie, comme Wallis et Futuna, comme la Polynésie française, on a avec un statut de territoire euh, associé à l'Europe et un territoire français associé à l'Europe. On a toujours un petit problème de savoir où est-ce qu'on se positionne dans ces accords internationaux. Donc, la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique s'applique parfaitement à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Par contre, les territoires français du Pacifique n'étaient pas inclus dans le périmètre du protocole de Kyoto. Et donc, en 2015, lors de la COP 21, les territoires français du Pacifique ont demandé à la France d'être inclus dans l'accord de Paris, mais dans le cadre de ce qu'on appelle un engagement distinct présenté par la France au titre de la Nouvelle-Calédonie. Alors, juridiquement, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France, euh, en fait, chaque pays amène au secrétariat de la CNUC son petit paquet d'engagement. Sauf qu'en fait, au niveau de l'Europe, c'est pas les pays européens qui le font, c'est l'Europe elle-même qui récupère tous les engagements des pays européens et qui l'amène au secrétariat de la CNUC. Sauf qu'en fait, les territoires français du Pacifique, on n'est pas des territoires européens, on est des territoires associés à l'Europe. Donc la France ne pouvait pas inclure dans sa contribution, dans sa propre contribution, les contributions des territoires français. Donc bon, je vous passe
espaces de négociation sur le sujet. Mais il y a une solution qui a été trouvée qui est unique dans le monde, c'est-à-dire que la France, elle a deux engagements. Le propre engagement de la métropole via l'Europe auprès de la CNUC, et un deuxième engagement pour ces territoires d'outre-mer associés à l'Europe. Donc il y a les trois territoires du Pacifique. Il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy qui donc la France présente l'engagement de ces cinq territoires directement à la CNUC. Donc en Calédonie, la politique climat, c'est quoi? Eh ben, c'est d'abord, comme on l'a dit, hein, un volet atténuation, donc c'est le schéma de la transition énergétique adopté en 2016, révisé en 2023, et une stratégie d'adaptation qui a été négociée lors du Forum pour le changement climatique en avril 2024 en Nouvelle-Calédonie. Et récemment, le Fonds de résilience du changement climatique, hein, qui a été déposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie auprès du Congrès en, récemment, le mi-septembre, avec également la déclaration de l'urgence climatique et environnementale qui sera faite enfin, qui a été proposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au Congrès euh, mi-septembre. Euh, Concernant Wallis et Futuna, j'ai moins d'éléments sur sur la manière dont Wallis et Futuna contribuent à ce sujet. Je sais simplement que Wallis et Futuna, grâce au Fonds européen de développement, le 10e, donc intègre, avait mis en place une politique d'adaptation au changement climatique et en matière d'atténuation, compte tenu des très faibles émissions de Wallis et Futuna, il n'y a pas eu il s'agit plus en fait du sujet de mise en place d'énergies renouvelables pour limiter la dépendance aux énergies fossiles que réellement une politique de diminution des émissions, quoi. Euh, donc voilà pour petite révision de où est-ce qu'on en est. Enfin, qu'est-ce qu'une politique climat et que représentait une négociation climatique. Alors après, dans le Pacifique, euh, alors j'ai une petite vidéo YouTube, je suis pas du tout sûre que ça marche. Ce que je vous propose, c'est que en fait c'était peut-être une vidéo qui récapitulera toute ma présentation. On la regardera à la fin au cas où pour éviter de, que toute cette présentation soit arrêtée. Alors, j'aime particulièrement cette carte parce qu'en fait, aujourd'hui, les États du Pacifique sont appelés au niveau international les petits États insulaires en développement. Et récemment, à l'ONU, ce qui a été décidé, c'est de changer de nom et de les appeler des grands États océaniques. Et je trouve ça intéressant d'un point de vue diplomatique, négociation, parce qu'effectivement, ces États qui représentent un pourcentage tout à fait minime de terres émergées représentent en termes de surface océanique une surface énorme. Et donc, ils ont à la fois cette fierté d'être responsables de cet océan et en même temps, ils se sentent redevables de la santé de cet océan. Alors, je vous ai mis, alors je suis désolée, les diapositives sont en anglais, mais je trouvais intéressant de partager avec vous ces quelques données. Euh, donc, le contexte aujourd'hui du Pacifique, c'est que 80 de la population du Pacifique dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance. Il y a 6 des 36 hotspots de biodiversité qui se situent en Nouvelle-Calédonie. Euh, les projections actuelles d'émissions de gaz à effet de serre semblent montrer qu'aujourd'hui, les températures vont augmenter de 2 à 4% dans le Pacifique. Euh, une donnée intéressante, c'est que 90% des insulaires du Pacifique vivent en fait à moins de 5 km des côtes. Donc en matière d'impact par rapport, par exemple, un des effets du changement climatique et l'augmentation du niveau de la mer, il est forcément très très important.
et l'augmentation escomptée du niveau de la mer de 80 centimètres à l'échelle 2100 forcément va impacter de manière très forte à la fois les aires côtières et en même temps les pays, les atolls dans les pays. Je reviendrai un petit peu après sur cette histoire de financement climatique qui arrive au niveau du Pacifique. Ce qui est important également, c'est de voir que et la santé est une partie importante des effets du changement climatique, mais il y a 11 des 16 petits États insulaires en développement les plus vulnérables en termes de santé qui se situent dans le Pacifique. Alors, oh, pardon. Donc, alors si j'imagine que vous avez déjà vu cette image. Donc, c'est vrai qu'on a tous eu très très peur au moment du Covid-19 parce que le, euh, c'était je veux dire, la menace directe, immédiate, concrète auquel on faisait face et auquel on n'avait dans un premier temps pas trouvé de solution. J'aime bien cette image que en fait la récession, qui d'ailleurs est sûrement liée au changement climatique, est en fait une menace supérieure mais beaucoup plus lente, donc beaucoup plus difficile à percevoir. Et le changement climatique qui est encore une menace à court, moyen et long terme bien plus importante, mais qui est tellement difficile à percevoir au quotidien qu'on ne comprend pas qu'en fait ça sera la vague qui nous submergera à terme. Donc là, c'était une prise du parole du Premier ministre de Tuvalu, qui est un pays uniquement constitué d'îles basses, d'atolls. Et donc, effectivement, Tuvalu aujourd'hui est considéré comme le premier pays du monde qui risque de disparaître avec le changement climatique. Euh, alors ça, c'est une diapositive qui est peut-être un petit peu compliquée, mais qui pose en fait tout le contexte au niveau du Pacifique. Donc, au niveau du financement climatique, les promesses internationales étaient effectivement d'avoir 100 milliards de dollars disponibles pour aider les pays en voie de développement d'ici 2020. Euh, Finalement, on a déplacé lors de la COP26 cet objectif d'atteindre des 100 milliards de dollars à 2023 parce que tout simplement les pays riches n'ont pas alors de la COP27 en 2022, on a décidé aussi de donner des fonds, pas uniquement pour l'atténuation, parce que comme on l'a vu, travailler sur la diminution des gaz à effet de serre pour notamment les pays du Pacifique, c'est pas du tout une priorité. Par contre, avoir de l'argent pour s'adapter, c'est beaucoup plus une priorité. L'an dernier, lors de la COP28, on a adopté un fonds sur les pertes et dommages. Alors, j'ai préparé deux ou trois diapositives sur ce sujet-là parce que c'est un sujet un petit peu nouveau qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Euh, donc, en parallèle de cette promesse, hein, de quoi a besoin le Pacifique? Ce qui a été évalué, c'est qu'en fait, par le Fonds monétaire international, c'est que le Pacifique a besoin d'1 milliard de dollars par an pour la résilience et l'adaptation. Et simplement en matière d'énergie renouvelable, de 650 millions de dollars jusqu'en 2030 pour atteindre ces objectifs d'engagement en matière d'énergie renouvelable. Donc en fait, mais alors ça paraît être des chiffres énormes quand on voit ça, mais il faut réaliser que c'est moins de 2% de la promesse mondiale. Donc c'est ridicule hein, si on compare ça au niveau mondial. Au niveau donc, AR6, c'est simplement le dernier rapport du GIEC en matière de changement climatique. Donc, la situation, quelle est-elle aujourd'hui? Donc, on est déjà à plus 1,4 degré d'augmentation de gaz à effet de serre.
On est en bonne voie si on suit les trajectoires d'émissions au niveau mondial pour atteindre 2,7 degrés d'ici 2100. Sachant que les mesures qui seront prises dans les 10 ans à venir auront vraiment une incidence sur des centaines de milliers d'années. Et que aujourd'hui, on fait le constat que les investissements dans les combustibles fossiles sont toujours plus importants que ce qui est mis sur à la fois l'atténuation et l'adaptation, et que les investissements qu'on a évolués aujourd'hui en fait ne permettent pas d'atteindre cette limite des 2%. Donc dans le Pacifique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reçoit? Donc on reçoit 208 millions de dollars US par an. Donc c'est moins de 0,22% de la promesse globale, c'est rien du tout. Et c'est surtout moins de 7% de ce dont on a besoin pour atteindre, enfin pour que les pays du Pacifique atteignent les engagements qu'ils ont faits au niveau de l'accord de Paris. Ce qui est compliqué également, c'est que souvent c'est des projets très courts qui sont un petit peu qui, du coup ne sont pas durables et qui parfois font que les investissements faits sont perdus parce qu'ils ne sont pas suivis dans le temps. Euh, Au niveau de l'adaptation, donc effectivement, les actions qui sont mises en place sont trop lentes. On voit également aujourd'hui, avec l'aggravation des impacts du changement climatique, une augmentation des pertes et dommages. Je vous présenterai un petit peu plus tard ce que ça recouvre. Et cette impossibilité, en fait, d'avoir une transition entre énergie fossile, énergie renouvelable ou autre modèle de développement de manière organisée. Et par ailleurs, et ça, je pense qu'au niveau des enseignants, vous voyez bien le sujet, on a ce problème de maintenir dans nos îles les compétences, de les garder, de les conserver. Ça, c'est un point important. Donc, ce manque d'attractivité de la part des pays du Pacifique pour garder les compétences locales, notamment celles qui ont été formées au pays. Donc voilà, donc ça c'était c'était ma diapositive la plus un petit peu complexe. Donc je vais maintenant passer à qu'est-ce que fait la CPS en matière de changement climatique. Donc aujourd'hui, la CPS a adopté un plan stratégique, hein. Donc le plan stratégique a développé des domaines de performance privilégiés. Ce qui est très important, c'est de voir qu'en fait, on a placé donc il y a 6 domaines, 7 domaines, pardon, et au cœur de ces domaines, on a passé la résilience et l'action climatique. Parce qu'en fait, sans atteindre cet objectif-là, tous les autres sont compromis, que ce soit mise en place de systèmes alimentaires durables, l'éducation, le développement social, la santé, des économies et des moyens d'existence durables, une efficacité institutionnelle. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de voir qu'on a placé euh, le, la résilience et le changement climatique au cœur de l'action stratégique de la CPS et ce plan stratégique va de 2022 à 2031 pour avoir une durée de mise en œuvre suffisante pour effectivement agir de manière efficace. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mettre en œuvre cette résilience et cette action climatique. Donc, tout autour donc de ces aires de domaines privilégiés de la CPS, ça, c'est les petits logos des différentes divisions de la CPS. Donc, ça va être les pêches, ça va être les géosciences, l'équité sociale, les ressources naturelles et l'agriculture, les statistiques, le changement. Ça, c'est toutes les compétences techniques. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on collabore tous
à atteindre cette résilience et ce changement climatique. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait un inventaire de tout ce qu'on savait faire au niveau de la CPS qui était lié au changement climatique. C'est-à-dire quelles compétences on avait, qu'est-ce qu'on dépensait, quels travaux on savait faire, pour avoir en fait une vue d'ensemble de la contribution de la CPS en matière de changement climatique, pour être plus pertinent dans l'offre de services qu'on faisait à nos membres. Donc l'idée, c'était une fois qu'on avait fait cette évaluation, de construire ensemble un programme vraiment ambitieux avec des objectifs, des indicateurs et de pouvoir, avec ce programme ambitieux, aller voir des partenaires, des bailleurs, pour mobiliser les financements pour pouvoir le mettre en œuvre. Euh, donc, on- dans ce programme, en fait, on a à la fois des actions qu'on fait déjà, mais qui méritent d'être maintenues. On a des actions qui, par contre, sont déjà en place, mais qui méritent d'être euh, euh, comment dire, augmenter en termes à la fois d'ampleur et de répartition géographique. Et puis des nouvelles actions qu'on ne mettait pas jusqu'à maintenant en œuvre et qui méritent d'être développées parce que ça correspond à des besoins des pays. Donc, euh, ce qu'on a décidé aujourd'hui de faire, c'est effectivement de se focaliser sur plusieurs sujets. Donc, à la fois les compétences, c'est-à-dire quelles compétences on peut mettre à disposition des pays pour les aider, par exemple, à euh, tenir compte du changement climatique dans le choix des variétés agricoles qu'elles vont décider d'utiliser dans les villages ou sur comment mettre en place un programme d'alerte rapide par exemple, en matière d'alerte feu de tsunami, ce genre de choses. L'idée aussi, c'est de pouvoir avoir à la CPS les structures, les compétences en place pour absorber cette finance climatique auquel on, on a droit pour mettre en œuvre ensuite les projets dans les pays. Parce que c'est le problème aussi qu'on a identifié, c'est que c'est pas tout de recevoir beaucoup d'argent. Après, il faut savoir le dépenser correctement. Donc, qu'il y ait les compétences aussi dans les pays pour pouvoir recevoir cet argent et le dépenser de manière cohérente et pertinente. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, on s'est retrouvé face à des bailleurs de fonds qui, en fait, avaient de l'argent, mais qui ne savaient pas trop comment le dépenser. Alors, ils avaient plus ou moins l'obligation morale de le dépenser en matière de changement climatique, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire, quoi. Donc, du coup, d'avoir un programme très structuré, très orienté, avec vraiment l'identification des besoins des pays, peut permettre en fait d'aller voir un bailleur en lui disant ben voilà ce que vous pouvez faire de manière utile avec votre argent. Euh, donc au niveau de la CPS, nous notre mandat, je vous ai donné quelques exemples. Donc on va intervenir en matière de sécurité maritime par exemple. Le transport maritime. Forcément, vous avez vu la carte, c'est quelque chose de très important pour le Pacifique. Et donc, la sécurité maritime fait partie des gros programmes de la CPS. On travaille également au niveau agricole sur la conservation des, euh, des semences vivrières. Et on a aussi un programme de multiplication et de distribution de ce matériel au pays en matière, par exemple, par exemple, lorsqu'il y a un gros cyclone, que toutes les cultures sont détruites dans un pays, nous, on peut envoyer un matériel qui est stocké de semences ou de vitres au plan prêts à être implantés dans le pays.
En matière de géosciences, c'est aussi un gros volet d'action de la CPS. Donc, on travaille sur tout ce qui est cartographie notamment maritime, identification des ressources minérales, identification et de la vulnérabilité des différents euh, euh, face notamment aux événements naturels euh, tels que les catastrophes, cyclones, ce genre de choses. En matière de gestion des ressources essentielles, la CPS et notamment au niveau pêche a vraiment un jeu de données très important dans le temps et dans l'espace sur, par exemple, la gestion des thons dans le Pacifique, et donc peut fournir un certain nombre de conseils de gestion à court et moyen terme au pays en matière de gestion des ressources halieutiques. On a également des compétences en matière de droits de l'homme et d'éducation, en matière d'évaluation des systèmes d'éducation, en matière de respect des droits de l'homme, de promotion de l'équité des genres. Euh, En matière d'énergie également, il y a un centre qui est basé à Tonga qui travaille sur la promotion des énergies renouvelables. Bon, en matière de changement climatique, j'ai déjà un petit peu couvert le sujet. Et en matière de santé, donc la division qui travaille à la fois sur la réduction des maladies non transmissibles et la surveillance, l'accompagnement des maladies. Donc, toutes ces compétences, si on met un espèce de filtre changement climatique là-dessus, on peut arriver à prendre en compte le changement climatique dans ces différentes politiques sectorielles pour amener une compétence, on va dire, euh, adaptée aux besoins des pays. Donc, les principaux domaines d'action de la CPS, on a essayé de les répartir dans enfin, dans 7 dimensions. Donc, quatre qui sont des actions et 3 qu'on regroupe sur des activités de facilitation. Donc, on va revenir exactement à la même structure qu'une politique climat, c'est-à-dire que on a l'adaptation et la résilience, on a l'atténuation et ce qu'on appelle la transition juste, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est euh, comme je vous l'ai dit, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas un enjeu majeur pour le Pacifique, mais par contre, la transition juste de l'utilisation des énergies fossiles à des énergies renouvelables, c'est un enjeu fort. Ensuite, on a le sujet des pertes et dommages et de la justice climatique, c'est-à-dire qu'en fait, l'équité entre les pays, l'accès aux finances climatiques, c'est-à-dire en fait utiliser les financements disponibles pour les politiques climat de nos pays. Et après, ce qui est important aussi, c'est qu'on a des actions qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs de ces quatre dimensions. C'est tout ce qui est plaidoyer, leadership, science et information, et bien sûr tout ce qui est suivi, surveillance et rapportage. Euh, donc ensuite, donc sur le sujet de la construction de ce programme phare, donc on a fait effectivement un rapport de synthèse régionale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui existe au niveau régional? On a évalué tout ce que nos divisions techniques sectorielles pouvaient amener à ce programme phare du changement climatique. On a inventarié également toutes les priorités de nos pays et quels étaient leurs engagements vis-à-vis de l'accord de Paris, ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. On a discuté avec les membres de la CPS, avec les autres agences techniques de la région, avec les partenaires. Et on a mis en place un cadre d'évaluation qui s'inspire en fait des cadres internationaux. Et progressivement, on a essayé de mobiliser des financements. Alors, je voulais simplement faire un tout petit focus sur ce qu'on appelle les pertes et dommages, parce que je pense que c'est un sujet qui est apparu l'an dernier lors de la COP 28 et qui est euh, peu compris ou en tout cas peu partagé. Donc,
ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est simplement les effets du changement climatique qui ne peuvent pas être ou n'ont pas été évités ou minimisés par des efforts d'adaptation. Donc les pertes, c'est vraiment ce qui est irréversible, permanent. Donc ça peut être une perte d'espèces. Par exemple, on a un écosystème comme les récifs coralliens qui est vraiment complètement écrabouillé. Bon, ben, les espèces marines qui ont disparu, elles vont pas réapparaître. Donc voilà, ça, c'est une perte sèche. Ça peut être une perte d'objets culturels dans les cyclones, par exemple, lorsqu'il y a un gros cyclone, un musée avec des objets culturels est complètement détruit. C'est une perte. Ça peut être aussi une perte d'une activité socio-économique, ou d'une pratique qu'on peut pas, qui disparaît et qui donc ne peut pas être retrouvée. Les dommages, c'est un petit peu différent. C'est des dommages qui peuvent être récupérables ou réparables. Alors, ça peut être à un prix parfois prohibitif, mais par exemple, ça peut être des habitations qui sont détruites. Ça peut être des espèces envahissantes qui sont amenées sur un endroit donné, une île, et qu'on peut éliminer si on a les financements. Ou ça peut être, par exemple, l'interruption de l'enseignement pendant un temps donné, euh, en raison notamment du déplacement climatique. Alors, un autre point qui est important, c'est que les pertes et dommages, ça peut être, il y a deux grands types. Il y a ce qu'on appelle ceux qui surviennent lentement, et ça, c'est le gros sujet parce que l'être humain n'est pas, je pense, constitué de manière à pouvoir mesurer ou sentir ce qu'est un événement lent, et ceux qui surviennent rapidement. Et puis après, on a toute la combinaison des deux, bien sûr. Donc en fait, dans les événements qui surviennent rapidement, on va avoir bien sûr les vagues de chaleur, les inondations, les cyclones, les sécheresses. Et puis après, on va voir les, euh, les événements qui surviennent lentement. Donc ça va être la perte de biodiversité, la dégradation des forêts, l'acidification des océans, l'augmentation du niveau de la mer, la salinisation des terres, l'augmentation des températures, la désertification. Donc ça, c'est bon, c'est des exemples, hein. Euh, alors après, ce qui est important aussi, c'est que bien sûr, le changement climatique n'est pas le seul responsable de ces événements. C'est des événements multifactoriels. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est quelle est la part du changement climatique dans ces événements. Alors rapidement aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs types de pertes et dommages. Donc, on va avoir par exemple les pertes. Il y a deux catégories, il y a les pertes économiques et les pertes non économiques. Donc, les pertes économiques, ça va être par exemple des pertes liées au secteur privé, au tourisme, aux infrastructures, aux habitations, à la production agricole. Et après, les pertes non économiques qui sont un petit peu plus difficiles à saisir ou à cerner. Au niveau individuel, ça peut être par exemple les impacts en matière de santé, de mobilité, de culture, de savoir traditionnel, de services écosystémiques, de biodiversité. Et, euh, et donc, ce qui est important, c'est que quand on définit une perte ou un dommage, c'est vraiment de savoir quelle est la part du changement climatique dans ce phénomène. Euh, donc, alors, pourquoi c'est important pourquoi j'ai fait ce petit focus sur les pertes et dommages? C'est parce qu'en fait, il y a un fonds pertes et dommages qui a été mis en place l'an dernier à la COP 28. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que on n'a aucune idée de ce que ce fonds va permettre de financer. Et donc, est-ce que c'est juste les pertes économiques? Est-ce que c'est juste les pertes non économiques? Est-ce que c'est les événements rapides? Est-ce que c'est les événements lents? Donc, en fait, il y a un très gros enjeu de définition de ce qu'on met dans la patate perte et dommage.
parce que c'est ce qui va, la définition de ce qu'on va mettre là-dedans, c'est ce qui va influencer ce qui va pouvoir être financé ensuite au niveau international. Euh, donc, comme vous le savez, la COP29, c'est dans 2 mois en Azerbaïdjan, à Bakou. Donc, j'ai choisi de terminer ma présentation par une petite présentation euh, des priorités, en fait, des objectifs de cette COP29 et des priorités pour le Pacifique. Donc, une des priorités, ça va être le sujet des finances climatiques. Comme je vous l'ai indiqué, l'objectif de 100 milliards de dollars à 2023 est à peine atteint. Et en tout cas, cette année, on doit financer un nouvel objectif. Donc ça, c'est très important. Euh, il va y avoir une réévaluation suite aux premières promesses d'engagement vis-à-vis de l'accord de Paris. Donc là, on est sur la troisième, le troisième engagement des pays pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Donc, on va évaluer en fait euh, où en sont chacun des pays. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec cette obligation de d'élever le niveau d'ambition des plans climat. On est toujours également avec l'objectif de transparence à euh, évaluer quelles sont les émissions des pays, avec toujours cet objectif d'être aligné à la neutralité carbone à 2050 et les 1,5 degrés. Euh, il y a également l'opérationnalisation de ce fonds pertes et dommages et de la décision sur la gouvernance de ce mécanisme. Ça sert à quoi? Qui paye? Comment on le partage avec les pays? Bon, ça, c'est quand même très, très important. Il va y avoir aussi des journées thématiques. Ce qui est important, c'est que les journées thématiques lors de cette COP se focalisent sur le thème de l'agriculture, la santé des océans, ce qui est très intéressant. Un point important également, c'est on veut mettre en place des indicateurs nationaux et régionaux, internationaux, pour suivre l'efficacité de l'adaptation au changement climatique. Et on est toujours aussi sur le sujet de la transition juste de, d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée. Alors après, il y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a fait un appel à une trêve pendant le COP de la trêve, c'est-à-dire en fait lance un appel à un cessez-le-feu mondial d'1 mois pendant tout le temps de la COP. Alors ça peut paraître un peu contradictoire venant d'un pays comme l'Azerbaïdjan, mais c'est une idée intéressante. Alors ce qui était intéressant, c'est que l'argument amené par l'Azerbaïdjan était que les activités militaires sont en fait la source de 5 à 6% des émissions mondiales. Donc effectivement, ça fait réfléchir. Mais voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu répondre à une partie de vos questions, de vos attentes. Et je suis prête à répondre à vos questions. Oui, un grand merci Anne-Claire de votre présentation, voilà, avec effectivement beaucoup de données scientifiques qui peuvent être réutilisées par les enseignants et une mise à niveau de nos connaissances forcément qui est très intéressant. Donc un grand merci à vous. Je vous en Alors, ça existe déjà un petit peu parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle le Forum des îles du Pacifique. Donc, le Forum des îles du Pacifique, c'est l'organisation régionale politique qui est chargée de la coordination des politiques des différents pays du Pacifique. Et ce Forum des îles du Pacifique, en fait, c'est un petit peu eux qui donnent le ton
à ce que doivent faire les organisations scientifiques et techniques, comme le sont, comme l'est la communauté du Pacifique, mon organisation. Donc, en fait, les leaders des îles du Pacifique se sont réunis il y a 15 jours, là. Et en fait, souvent, ils font des déclarations assez fortes, assez importantes, là, qui permettent en fait d'orienter le positionnement des pays du Pacifique vis-à-vis des négociations climatiques. Alors, en fait, c'est particulièrement intéressant parce que au niveau de l'ONU, on a cette notion de un pays, une voix. Donc, les pays du Pacifique, c'est une toute petite population, une toute petite surface, un PIB négligeable, mais c'est 12 voix à l'ONU. Donc, c'est pas du tout négligeable. Donc, en fait, les pays du Pacifique, ils sont quand même très courtisés à l'ONU. Et donc, ce que l'on essaye de faire, c'est qu'avant chaque conférence des parties, il y a une préparation des pays du Pacifique en matière de négociation pour en fait définir des positions partagées par tous les pays. Et donc, chaque pays, tous les pays du Pacifique vont d'une seule voix, avec le même positionnement sur des points de négociation auprès de l'ONU. Et donc, ça, c'est très fort. Et pour l'anecdote, par exemple, au moment de l'accord de Paris, dans l'accord de Paris, le projet d'accord de Paris, l'objectif était de ne pas dépasser 2 degrés. C'est les pays du Pacifique, tous réunis, qui ont ramené aussi tous les autres petits États insulaires en développement, qui ont permis d'abaisser cet objectif de 2 degrés à 1,5. Après, ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre, mais en termes de poids de négociation, c'est important de noter ça, quoi. Les axes de négociation qui sont fixés par le Forum des îles du Pacifique se déclinent ensuite au niveau national. Donc chaque pays, on n'a pas à faire d'ingérence, hein. Chaque pays définit sa propre politique climatique. Mais comme je vous l'ai indiqué lors d'exposé, les engagements climat des pays, il y en a certains qui peuvent mettre en œuvre à titre propre avec leur budget propre et d'autres qui sont conditionnés à l'octroi de finances climatiques. Donc, en fait, si ces pays-là peuvent arriver à recevoir cette aide financière internationale, à ce moment-là, effectivement, ils arrivent à atteindre les objectifs qui sont fixés. Et c'est là qu'intervient la CPS, par exemple, où nous, on va en fait faciliter l'accès à à ces finances climat pour fournir aux pays les financements nécessaires à la mise en œuvre de leur politique climat. Alors ça, c'est une question un peu compliquée. J'allais dire, nous, au niveau de la CPS, on a un petit peu un devoir de réserve en matière de- d'explication sur ces sujets un peu géopolitiques. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au service de la coopération régionale de la Nouvelle-Calédonie, donc j'ai bien perçu la manière dont la Nouvelle-Calédonie était considérée au niveau régional. De toute manière, on est avant tout des territoires français, donc on n'a pas, on est des territoires, donc comme Tokelau, les Samoa américaines, les autres territoires américains, donc on n'a de toute manière pas la même autorité politique dans les décisions de la région que les autres pays. Euh, euh, c'est rarement des sujets qui sont commentés, en tout cas de manière publique. Parlé et on a entendu dans les médias une déclaration de l'état d'urgence climatique. Est-ce que c'est justement ça a un impact sur les moyens qui sont reversés dans le cadre de l'adaptation du territoire? Alors, alors, la déclaration d'urgence climatique, c'est une déclaration politique, donc c'est pas ça qui va avoir vraiment un impact. Alors après, c'est quand même un positionnement politique fort qui marque aussi la solidarité de la Nouvelle-Calédonie avec les pays du Pacifique. Le point qui est plus important, c'est en fait la création en parallèle de ce fonds de résilience du changement climatique. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, avec ce fonds, de pouvoir attirer
des financements internationaux ou de fondations ou philanthropiques ou d'ONG qui permettraient en fait de mettre en œuvre la politique d'adaptation au changement climatique de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que bon, particulièrement en ce moment, elle n'a pas les moyens de mettre en œuvre cette politique telle qu'elle a été définie, quoi. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est tout l'enjeu de l'accord de Paris qui inclut dans les engagements le fait de tenir compte du fait que ces engagements doivent être différenciés. On ne peut pas comparer la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 8 millions d'habitants, avec Niue où il y a 1500 habitants, des niveaux de développement complètement différents. Donc, en fait, je pense que bon, par exemple, Tokelau, aujourd'hui, il y a 100% d'énergie renouvelable. Bon, Tokelau, il y a 3 atolls et 1500 habitants. Donc, c'est aussi plus facile à atteindre que pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou que pour Fidji. Donc, je pense pas qu'il faille faire une espèce d'échelle du meilleur élève en la matière, parce qu'en fait, ce qu'il faut comparer, c'est la situation existante et l'ambition pour essayer de contribuer aux objectifs de l'accord de Paris. C'est vrai qu'en Calédonie, avec les 3 usines de nickel, essayer de faire bien, c'est très très compliqué, quoi. Après, voilà, on peut essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre, quoi.